Alors, deuxième partie de cette conférence, malheureusement le direct YouTube ne marche pas, je suis désolé. Retour des littéraires contre l'école de Vienne. On assiste aussi avec cette crise à un retour des littéraires, à un retour des analystes contre les scientifiques purs et durs. Je conseille vraiment d'écouter la commission d'enquête fin juin du docteur Raoult, comme j'ai dit, chaque mot compte. Je ne vais pas y revenir. Et puis il y a aussi quelque chose qui n'est pas diffusé du tout, c'est en fait un document de 62 pages intitulé « Suivi de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l'économie du Covid-19 ». Le rapport du 8 mai 2020, ce sont des réponses au questionnaire de la Commission des affaires sociales du Sénat. On n'en a absolument pas parlé, pourtant ça a eu lieu. L'interviewé s'appelle Didier Raoult. Il a été auditionné par les membres de la commission sénatoriale le 7 mai au soir par visioconférence. Donc ce rapport n'est pas encore public. Il ne sera peut-être jamais. Il est tellement confidentiel que l'audition du professeur Raoult n'apparaît ni dans l'agenda du Sénat, ni dans les comptes rendus de la commission des affaires sociales que préside Catherine Deroche, ni sur la chaîne Public Sénat. Voilà, donc un rapport qui a déjà 2 mois. La version officielle ne sortira pas tant que toutes les auditions ne seront pas terminées, nous précise une source au Sénat, c'est-à-dire pas avant longtemps, peut-être jamais. C'est déjà arrivé il y a quelques années pour un rapport particulièrement explosif, c'était peut-être celui sur les syndicats et le patronat, qui n'a jamais été diffusé. Bon, je passe sur les nombreux scandales de la médecine, Mediator sans contaminer, Téflon et PFOA de Dupont de Nemours, Dépakine, pilule Diane 35, Pradaxa, Distilben, amiante, hormones de croissance, le Roundup, la maladie de Lyme, l'isoméride, le vaccin contre l'hépatite B et le finastéride anti-calvitie. Jean-Dominique Michel, spécialiste mondial de la validation des études, installé à Genève, dit « L'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques, conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Et les autorités viennent nous dire de manière scandaleuse, regardez comme le virus est dangereux. On est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens de perversité. » C'était sur Athlé TV, avril 2020, peut-être dans son livre qui est sorti il y a quelques semaines, Covid, anatomie d'une crise sanitaire. Voilà, une personne remarquable, grand analyste, il a travaillé de partout dans le monde. Et puis le deuxième livre que je conseille, c'est Professeur Christian Perron, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise à la Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Il aurait pu dire aussi évidemment, des intérêts financiers. Alors, le poids de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique occupe une place centrale dans le dispositif d'information sanitaire des médecins. Elle y consacre en France 3 milliards d'euros, dont les 3/4 sous la forme de visites médicales. L'information fournie est biaisée, signé Marion Navarro, Regard croisé sur l'économie, 2009 déjà, hein, ça s'est beaucoup accentué. C'est dans la revue universitaire Kern Info. Il y a une ouverture des yeux qui se poursuit à travers la crise du coronavirus, après les grandes idéologies, l'ancien régime, avec l'alliance du sabre et du goupillon, le capitalisme, le marxisme, le fascisme, les théocraties. Et avec la crise du coronavirus, donc, on voit que c'est la dictature scientifique qui se dévoile, annoncée par les grands intellectuels occidentaux depuis presque un siècle. La dictature sanitaire et scientifique. Donc là, c'est une façon de plus d'ouvrir les yeux. Alors, je relance la vidéo en direct sur YouTube. Bon, ça a complètement bugué, je regrette. Non, on laisse toujours tourner tant que je dis rien. Quand je dis stop, on fait stop. Voilà. Alors, ce qui est extrêmement intéressant à observer, c'est qu'en fait, il y a une impunité du gouvernement, responsable de toutes les erreurs, de toutes les malhonnêtetés. Et cette impunité, elle est allée croissante au fur et à mesure qu'il y avait une culpabilisation de la population inversement proportionnelle. Depuis le début du coronavirus, l'incompétence, les mauvaises décisions, la corruption et la ressemblabilité donc, ont cru en proportion qu'on culpabilisait la population, qu'on la fliquait, qu'on lui faisait payer des amendes,
qu'on l'a menacé, qu'on l'a surveillé, qu'on l'a censuré. Voilà. À travers des décrets, des circulaires promulgués par le gouvernement ou votés à l'Assemblée en présence de 2 représentants à peu près de chaque parti. Donc déjà, rien que ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Rappelons que la France est à la 22e place pour les droits de l'homme, selon le site humanium.org, et à la 34e place pour la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, que nous sommes le plus gros consommateur mondial de psychotropes par habitant, et que la répression policière et la gestion politique des manifestations de 2019 des Gilets jaunes a scandalisé l'opinion internationale. Je lis beaucoup la presse internationale, et ça je peux vous le garantir. Alors, les faits. Mars 2020, une pandémie a débuté depuis 3 mois à Wuhan, Chine, à quelques kilomètres d'un des plus grands laboratoires mondiaux, ouvrez les guillemets, voulu et construit avec l'aide de la France, le très sensible laboratoire de virologie P4 de Wuhan, site de France Culture, une histoire française, 17 avril 2020. Il a été voulu aussi par l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine de Fort Detrick, qu'on va retrouver par rapport aux enveloppes avec de l'amiante envoyées aux États-Unis en 2001, sur lesquelles a été appelé le docteur Raoult, et qui expérimente le laboratoire de Fort Detrick depuis au moins 5 ans des coronavirus militaires utilisant des gènes de chauve-souris afin d'accélérer leur transmission à l'humain. Voilà, ça se passe à Wuhan, à quelques kilomètres du marché aux poissons. Et ça a été révélé, entre autres, fin 2015 par l'émission Leonardo de Rai 3, sur la chaîne italienne étatique Rai 3, qu'on peut encore trouver, qui a fait la une des journaux italiens. Une subvention de 3,7 millions de dollars fut aussi versée par le National Institute of Health, le NIH des États-Unis, au laboratoire de Wuhan, pour travailler sur les coronavirus liés aux chauves-souris. On trouve ça dans le Washington Post, on trouve ça dans les anciennes vidéos. Le coronavirus nommé Covid-19 est cependant attribué à la consommation par la population locale d'animaux sauvages, tels que le pangolin ou la chauve-souris, coutume pratiquée de très longue date et qui n'avait jamais donné ces effets-là. La contamination serait arrivée selon ce biais-là, malgré l'impossibilité pour de nombreux spécialistes que le virus soit apparu et se soit développé de façon indépendante et transmis directement à l'humain, selon Alexandra Henrion-Claude, directrice de recherche à l'INSERM, à l'hôpital Necker et généticienne. Le chercheur anglais Neil Ferguson, aussitôt que le virus se déclare, de l'Imperial College, qui avait déjà annoncé 150 millions de morts lors de la grippe aviaire en 2004, alors qu'elle en fit en tout 282, prédit à ce moment-là, en mars, selon un modèle mathématique, 2 millions de morts aux États-Unis, 500 000 morts au Royaume-Uni et 200 000 en France. Puis il dément ces chiffres-là dès le lendemain et avoue une erreur de calcul, les divise par 10. Le 16 mars, en se basant pourtant sur le premier modèle de Ferguson et sans écouter les nombreux experts mondiaux en désaccord avec son discours alarmiste, le gouvernement français confine tout le monde. Bon, Macron proclame 6 fois dans son discours le pays en état de guerre, ce qui est intéressant par rapport au fait que c'est un virus qui est sorti à 2 km du laboratoire où on fabrique des coronavirus transmissibles à l'homme. Et le gouvernement multiplie les adresses contradictoires à la population, ne l'atteste pas, dit que les masques sont utiles puis inutiles et inversement, et donc culpabilise la population en disant que chacun de nous est une bombe humaine en puissance, responsable possiblement de la mort de beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées. Le gouvernement français refuse de tester pour véritablement protéger les personnes à risque. Il refuse aussi de généraliser la prescription de l'hydroxychloroquine, efficace et bon marché, dans l'interdiction de la vente libre décidée le 13 novembre 2019 à raison de certains effets toxiques et confirmée mi-janvier, alors que le Covid-19 est mondialement connu. C'est-à-dire que jusque-là, on prescrivait chaque année des dizaines de millions de boîtes
même sans les prescrire, l'hydroxychloroquine, la population pouvait aller les acheter. Et voilà que d'un coup on dit que ça provoque la mort des personnes atteintes. Pourtant, il avait figuré de nombreuses années dans la liste de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé et il est expérimenté depuis le début de la pandémie avec d'excellents résultats à Marseille par le professeur Raoult, l'épidémiologiste le plus réputé au niveau mondial, auteur du plus grand nombre de publications scientifiques, sauvant la vie à de nombreux patients avec de faibles effets secondaires. La structure qu'il dirige, l'Institut hospitalo-universitaire en Méditerranée Infection, est en conflit avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, parce que la politique de l'INSERM vise à supprimer les subventions aux hôpitaux universitaires pour en gros vendre des brevets et sans que l'État ait aucun droit de regard sur l'argent tel qu'il est distribué et ensuite l'usage qu'on en fait. Agnès Buzyn avoue avoir prescrit de l'hydroxychloroquine à un proche, et selon le docteur Raoult, lors de son audition, un producteur de télévision, comme 2000 médecins dans 30 pays et beaucoup plus, avec d'excellents résultats. L'INSERM est aujourd'hui dirigé par Gilles Bloch, alors qu'il était dirigé par Yves Lévy entre 2014 et 2018. Yves Lévy, c'est donc il n'est autre que le mari de la ministre et médecin Agnès Buzyn, ayant démissionné après avoir dissimulé l'étendue de la pandémie au mois de janvier et février. L'INSERM est aujourd'hui dirigé par Gilles Bloch et plus de 3 ans et demi avant, en septembre 2016, Jérôme Salomon, ancien lobbyiste du think tank ultralibéral du Parti socialiste Terra Nova et directeur général de la santé depuis janvier 2018, avait averti le gouvernement Hollande, dont Emmanuel Macron était ministre de l'économie, de l'impréparation flagrante de la France à une pandémie. Bon, je passe sur le directeur du CNRS, Antoine Petit, qui voulait une politique inégalitaire, darwinienne, disruptive. L'hydroxychloroquine a sauvé la vie à une vieille dame, une Suissesse de 95 ans, qui a refusé d'être intubée et qui a dit « donnez-moi de l'hydroxychloroquine ». Elle a été sauvée en quelques jours, elle est rentrée chez elle et ce cas a fait le tour du monde. On connaît la tragédie des EHPAD où on a laissé confiner entre elles des dizaines de milliers de personnes âgées. Il y aurait 10 000 personnes âgées qui seraient mortes dans les EHPAD où le personnel parfois refusait d'aller travailler de peur de mourir lui-même du coronavirus. Pendant la crise, la 5G, les antennes 5G ont été installées un peu partout à travers donc des antennes relais sans l'avis de la population, sans l'avis des maires, et par une circulaire qui est sortie le 26 mars. On constate aussi, on le sait, que les antennes relais les plus importantes ont été testées à Wuhan, en Lombardie, là où il y a le plus de cas, et à Seattle, aux États-Unis. La loi Avia sort le 13 mai 2020, une loi contre les fake news et l'incitation à la haine, alors que le gouvernement n'a cessé de mentir, on le sait depuis le début, et Facebook qui fonctionne avec le gouvernement, avec Bill Gates qui finance le monde. On voit donc que les journaux, à la solde du gouvernement, qui n'ont cessé de transmettre leur doxa, sont financés par les mêmes qui manipulent la santé mondiale. Une loi est en projet aussi sur l'anonymat des forces de l'ordre dans les manifestations. Et puis il y a eu depuis le début un refus des protocoles qui fonctionnent. Citons les docteurs Sabine Pagliar-Franco, Denis Gastaldi et Jean-Jacques Epstein. Des menaces, des interdictions, une censure de ces médecins-là qui soignaient très bien le coronavirus. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule thérapie, il peut y en avoir plusieurs. Il y a différentes façons de le prendre.
Pourtant, il y a des choses complètement contradictoires. Par exemple, le fait que le texte de l'État, le mercredi 25 mars 2020, stipule l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir-ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin. Le professeur Raoult remercie Olivier Véran, ministre de la Santé, et Jérôme Salomon déclare, un directeur général de la Santé, déclare « Il n'y a pas d'interdit en France, les médecins ont le droit de prescrire dans le cadre de l'AMM ou hors AMM sous leur propre responsabilité. » Voilà, tout patient qui rentre dans un protocole peut être inclus dans un essai. Bon, en contradiction, le Haut Conseil de la Santé publique recommandait par son directeur Franck Chauvin de l'utiliser uniquement pour des cas graves, alors que c'est contraire au protocole du docteur Raoult. On connaît aussi l'artémisia annua qui est utilisée au Madagascar avec d'excellents résultats et qui contient le principe actif de l'hydroxychloroquine. En Italie, il y a la thérapie plasmique qui fonctionne extrêmement bien. Elle a été découverte fin février, début mars et testée par Fausto Baldanti, virologue à l'Institut San Matteo de Pavie, en Lombardie. Et il a été aussitôt, ces études ont été reprises par Giuseppe Di Donno de Mantoue. C'est le pneumologue chef de l'hôpital Carlo Poma de Mantoue. Ils ont sauvé une femme enceinte qu'on appelle la Mamma del Miracolo. Et le professeur Tarro de Naples et beaucoup d'autres les ont rejoints en Italie. Ça fait beaucoup de bruit en Italie. On trouve des références dans le Corriere della Sera depuis plusieurs mois. Et la revue Nature a titré le 1er mai 2020 que le sérum des convalescents était le premier choix à faire pour les personnes atteintes du coronavirus. On trouve ça sur le site nature.com. Alors, je précise comment ça fonctionne la théorie plasmique, c'est-à-dire qu'on va prélever du sang à des personnes qui ont guéri du coronavirus. Ça coûte 183 € pour faire 2 sacs de plasma équivalent à 600 ml. On purifie le plasma, on le réinjecte dans les personnes atteintes et après quelques heures et quelques jours, l'état s'améliore grandement, il n'y a pas d'effet secondaire, les personnes peuvent rentrer chez elles après 5 jours, au lieu de rester en soins intensifs pendant 16 jours. Le professeur Dedon, évidemment, dit que le problème, c'est que ça vient d'un petit hôpital d'excellence en province et non du monde universitaire, que la recherche n'est pas sponsorisée, sponsorizzata, c'est-à-dire qu'elle n'est pas brevetée, qu'il n'y a pas d'intérêt financier, que c'est démocratique, c'est les Italiens, c'est les populations du monde qui guérissent les populations du monde, et du fait aussi, évidemment, que eh bien, cette technique-là ne fait pas l'objet d'un programme à long terme qui permet de demander énormément d'argent, tout en laissant les gens mourir, comme on le fait pour le projet Discovery, qui toutes les études à l'INSERM, m'a dit une amie qui travaille à l'INSERM, se sont arrêtées pour financer le projet Discovery. Sans doute on ne découvrira jamais un vaccin pour un virus qui est mutant. Ça c'est encore jamais fait. Le problème en France, me disait quelqu'un de passage qui a un blog, c'est Boris, son nom de blog. Le problème, c'est que les machines à plasma en France, en fait, sont encrassées. Et ça aussi, c'est un autre scandale dont on parle peu. On risque de réinjecter du sang dans les donateurs de sang. Un sang qui est contaminé, en fait, par des déchets. Donc ça peut rendre les gens malades, parce que c'est une technologie qui n'est pas suffisamment suivie. Donc vous voyez, là aussi, il y a une incurie criminelle. Bon, on a parlé de Bain & Company. Il y a eu un traité de libre-échange sur la viande signé entre l'Union européenne et le Mexique, sans l'avis de la population. Il faut savoir que ces traités de libre-échange, en fait, les populations sont contre, aussi bien d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. En fait, c'est uniquement les grandes entreprises et les gouvernements, l'Europe, les gouvernements transnationaux, qui sont pour.
Je vais essayer de relancer le direct, mais non, malheureusement, mon ordinateur a planté, désolé. Des tests infectés au Covid sont détectés en Angleterre. Hein. Ouest France dénonce ça déjà au mois d'avril. On est aujourd'hui sous la peur d'une deuxième vague avec la possibilité de reconfiner une planète entière avec des conséquences encore plus graves. On peut évoquer les 3 études en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique dans The Lancet. Hein. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment l'étude du Lancet sortie fin mai. Une étude aussitôt dénoncée par le professeur Raoult, par des universitaires d'Oxford qui s'étaient déjà opposés au professeur de l'Imperial College de Londres, hein, et qui est retirée assez vite. Cette étude elle a été menée par un organisme qui venait de voir le jour, qui avait déjà fait l'étude du New England Journal of Medicine, hein, une étude complètement bidon. Et là, ça a fait vraiment ça a fait un scandale. Voilà. Et pourtant, The Lancet, c'est supposé être la plus grande revue mondiale en termes de publication scientifique. Et déjà, il y a 10 ans, ils avaient sorti une revue complètement, un article complètement faux, qui avait quand même fait du bruit. Donc c'est comme pour Ferguson de l'Imperial College, comment ça se fait que c'est implanté autant de fois, il continue à avoir le poste qu'il a, à être payé grassement, comment ça se fait qu'on continue à l'écouter et à prendre des décisions extrêmement graves en le suivant. Donc on ne peut pas croire que ce soit un hasard, donc là il y a vraiment une volonté de nuire aux populations, de faire taire les véritables médecins, d'effondrer l'économie, d'affamer les gens, de les mettre dans le désarroi, un sentiment d'impuissance. Donc c'est extrêmement grave. Alors là, l'hydroxychloroquine, ça revient 11,37 € je crois, par dose, alors que le remdesivir, pour le produire, il coûte uniquement 9,32 $, mais chaque soin de cet antiviral extrêmement dangereux, entre autres pour les reins, pourrait coûter jusqu'à 4 500 $ par patient. Hein. On trouve ça dans le Daily Mail. How Remdesivir Cost Experts Say. Gilead's antiviral. Il faut savoir que les antiviraux souvent ne sont pas prescrits par les médecins, toujours selon cet ami qui travaille à l'INSERM, et ça c'est assez connu, parce que les effets secondaires sont extrêmement graves et peuvent aller jusqu'à la mort. Hein. C'est pour ça que le remdesivir, vraiment c'est très risqué de le prescrire, en particulier pour les reins. Revenons sur Gilead. Gilead est un actionnaire important de la principale chaîne d'information française BFM TV. On n'a entendu que eux. On ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas une chaîne d'État qu'on a interrogée à chaque fois. C'est une chaîne privée, BFM TV. Et le remdesivir présenté par l'OMS comme le seul traitement fiable est autorisé bien que la firme ait abaissé les exigences de ses essais pour le valider rapidement et expérimenter de façon aléatoire par les hôpitaux américains sans l'approbation de la Food and Drugs Administration d'Anthony Fauci. Anthony Fauci, il est dans pas mal de coups. Hein. Pourtant, c'est lui-même qui avait dit il y a 10 ou 15 ans à propos du SRAS que la chloroquine c'était le mieux qu'on pouvait donner. Donc c'est quand même assez étonnant parce que le Covid est une forme de SRAS. Voilà. Donc c'est lui-même qui avait dit ça il y a 15 ans, hein, et aujourd'hui il est du côté du remdesivir. De façon générale, uniquement 5 à 15% de résultats positifs sans se préoccuper des effets secondaires sont suffisants pour mettre sur le marché un médicament à l'INSERM. Voilà. Donc vous voyez à quel point ça va loin. Et même certains d'autres laboratoires n'obtiendront même pas les mêmes effets. L'American Medical Association, que je citais tout à l'heure, AMA, a menacé les médecins américains de leur retirer leur licence s'ils prescrivaient de l'hydroxychloroquine, sous prétexte que ça provoquait la mort des patients, comme c'était dit dans le New England Journal et dans The Lancet.
Rick Bright, haut responsable sanitaire de la Food and Drug Administration, on va bientôt faire une pause, a été limogé par Donald Trump parce que systématiquement il allait contre, il faisait de l'intox sur l'hydroxychloroquine. Eh bien, il a déclaré, il a annoncé dramatiquement une deuxième vague pouvant provoquer l'hiver le plus sombre de l'histoire des États-Unis en raison de la deuxième vague, alors que les chiffres ont été démontrés pour le Covid être ceux d'une grippe habituelle. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont prêts à tout. Je répète le nom de cet Américain, Rick Bright, limogé par Donald Trump. Et là, c'est révélé par Raphaël de Tapi, d'après la revue Science. On refait une pause, on se retrouve